Alors, bon jeudi midi à tout le monde. On s'excuse, on a eu un petit pépin technique pour quelques secondes. Alors, merci de votre patience. Je me présente Pierre Berthiaume, je suis le président directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Il me fait bien évidemment plaisir de vous accueillir à ce virtuel, une présentation en fait de Oliva Capital, qui est notre partenaire principal de l'événement. J'en profite également pour remercier GMR Safety, partenaire or, et Philo Import, qui est notre partenaire argent. Nous découvrirons aujourd'hui comment le gouvernement a l'intention de soutenir la croissance économique et la productivité des entreprises en misant, entre autres, sur la création d'entreprises technologiques, l'accélération de la transformation numérique et la transition verte pour accroître la productivité des entreprises dans une perspective de prospérité durable. Prenez note que M. Fitzgibbon est à l'Assemblée nationale aujourd'hui et devra nous quitter à 12h45, donc un peu plus tôt que prévu. Toutefois, nous maximiserons le temps disponible pour la période de questions. Je passe maintenant la parole au président du conseil d'administration de la CCIM, M. Julien Truxard. M. Truxard, la parole est à vous. Alors, merci beaucoup, Pierre. Très heureux d'être présent aujourd'hui à ce rendez-vous économique et politique. Je voudrais remercier notre permanence, nos administrateurs, nos partenaires et nos membres d'être ici présents ce midi en grand nombre. C'est notre implication à tous qui rend notre chambre de commerce aussi dynamique et qui nous permet de vous informer, de vous représenter et surtout d'avoir un rôle essentiel à l'énorme croissance économique sur notre territoire. Nous avons la chance d'avoir un député qui a aidé à positionner l'économie de notre région en mode accélération et nous aurons le privilège d'écouter M. Fitzgibbon ce midi qui couvrira plusieurs grands sujets qui touchent le quotidien de nos membres. Je tiens personnellement à remercier Pierre ainsi que sa directrice de bureau de circonscription Valérie Boutin et leur équipe pour leur support à notre Chambre de commerce et à nos membres. C'est une équipe présente et à l'écoute des besoins de nos membres. N'hésitez donc surtout pas à rentrer en contact avec eux. Je voudrais finalement saluer l'initiative de notre cellule industrielle pour la conférence de ce midi. Avec la création de cette cellule, nos membres industriels ont enfin trouvé une voie à leur réalité et ont compris toute la pertinence d'être dans un regroupement comme notre Chambre de commerce. Bonne conférence. Merci, M. Truxard. Maintenant, comme cette activité est propulsée justement par notre cellule industrielle, j'invite son porte-parole, Gaétan Jeté, à vous adresser quelques mots. M. Jeté. Merci, Pierre. Bonjour à tous. Je suis bien heureux d'être parmi vous ce midi à titre de porte-parole de notre comité, dont le rôle au sein de la Chambre de commerce est de représenter les intérêts particuliers des entreprises du secteur industriel manufacturier de la région des Moulins. Nous avons tenu une table ronde le 7 février dernier pour nous préparer en faisant émerger les enjeux que les entreprises souhaitaient adresser au ministre de l'Économie et de l'Innovation. Les thèmes de l'approvisionnement, de la main-d'œuvre, des enjeux régionaux sont préoccupants. Les entreprises du secteur industriel et manufacturier de la région, moteur de l'économie régionale, souhaitent être entendues, mais aussi rassurées pour les temps à venir. Merci, Monsieur le ministre, d'être avec nous ce midi et bonne conférence à tous. Merci, Gaétan, et merci à tout le comité pour votre implication. Le ministre Fitzgibbon livrera donc une présentation d'environ une dizaine de minutes et nous poursuivrons avec une période de questions jusqu'à 12h45 et je vous invite à rester des nôtres, bien évidemment, jusqu'à la fin. Tout au long de la présentation, nous vous invitons à poser vos questions via le chat clavardage ou bien via le Q&A questions-réponses qui se trouve au bas de votre écran. Ma collègue Mélanie Boisvert, qui est en ligne avec nous, les prendra en note et nous y répondrons à la fin de la présentation. Lors de la période de questions, vous pourrez également lever la main et nous activerons votre micro. L'option vidéo sera également disponible si vous le désirez. Question de rendre le tout un peu plus interactif. J'invite maintenant notre partenaire principal, représenté par Vincent Godcharles, associé d'Oliva Capital et président de la firme Logian, à vous dire un petit mot. Monsieur Godcharles, la parole est à vous. Merci beaucoup. Très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui. Le sujet de la conférence est au cœur de notre mission chez Logian. Oliva Capital détient des investissements dans plus de 9 organisations et Logian fait partie du groupe. Chez Logian, à titre de firme en technologie, nos observations en lien avec la transformation numérique sont multiples. Nous entendons ici souvent parler de la transformation numérique, mais je vous invite à voir la transformation comme une évolution de vos organisations dans laquelle les entreprises doivent s'adapter. Vos organisations évoluent au fil du temps et la technologie est bien là pour rester. Le contexte actuel du marché présente de nombreux défis, nous le savons tous. Un marché qui est hautement compétitif, en mode optimisation d'à peu près tout, processus, visibilité, accès à l'information et autres. Ceux qui performent le mieux sont ceux qui investissent. La pénurie de main-d'œuvre fait partie des challenges que nous vivons actuellement dans l'industrie également. Et en parallèle, le secteur des technologies évolue extrêmement rapidement.
Donc, vos organisations ont besoin plus que jamais d'une fondation technologique solide et d'une présence numérique afin d'y arriver. Donc oui, c'est un défi, mais nous devons prendre action. Trop attendre signifie également de créer une dette technologique dans vos organisations et c'est difficile à remonter la pente. Trop attendre signifie également de creuser l'écart de productivité dans nos industries au Québec et ce n'est pas une position qu'on veut entreprendre. En conclusion, prenez conscience de la position de votre organisation dans le virage technologique. Ceci met donc la table à notre conférencier qui possède un riche parcours professionnel au sein d'organisations telles que Walter Capital, le groupe Banque Nationale et PricewaterhouseCoopers. Il a également siégé sur plusieurs conseils d'administration d'envergure tels que la Caisse de dépôt, la WSP, Héroux-Deftech, Groupe Transcontinental et j'en passe. Élu député de la circonscription de Terrebonne, il est présentement le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec et le ministre responsable du développement économique régional. Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter M. Pierre Fitzgibbon. Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien pour être sûr que techniquement ça va bien, là? Oui, tout va bien, M. Fitzgibbon. Parfait, merci. C'est bon de demander avant de commencer. Vraiment, je pense, je m'excuse pour les retards techniques, là, puis conséquemment, M. Berthiaume, on va extensionner jusqu'à 1 heure. On va être capable de rentrer de 15 minutes dans mon horaire. Donc, on aura le temps, j'espère, de répondre à toutes les questions. Alors, écoutez, je veux saluer M. Berthiaume, M. Trussard, M. Jeté et M. Godcharles. Merci pour la belle introduction. Merci surtout pour cette invitation à pouvoir participer à votre événement ce midi. Je suis toujours heureux de rencontrer des entrepreneurs, des gens d'affaires et surtout dans ma circonscription. Alors, encore une fois, merci d'être là et merci évidemment à tous les invités qui sont ici aujourd'hui. On me dit que vous avez soulevé durant votre table ronde en février dernier des sujets dont vous aimeriez qu'on parle aujourd'hui. Je vais revenir sur certains d'entre eux dans les prochaines minutes, mais je vais garder ça court pour qu'on puisse avoir le temps d'échanger un peu plus tard. Tout d'abord, je suis heureux de dire que globalement, l'économie du Québec va très bien. On a connu, comme vous savez, une croissance économique exceptionnelle de 6,3 %. C'est une croissance plus forte que dans celle du reste du Canada à 4,6 % et même des États-Unis qui étaient à 5,7 %. Le premier ministre parle souvent d'un objectif important pour notre gouvernement, c'est celui de réduire et même d'éliminer l'écart de richesse avec l'Ontario. Je suis fier de dire qu'après presque 10 ans de voir cet écart se creuser, par contre, de 2017 à 2021, on a renversé la tendance. On a réduit l'écart de manière relativement importante, en passant de 16 % à maintenant à peu près 12,6 à 13 %. Poursuivre sur cette belle lancée, rattraper le niveau de richesse de l'Ontario ou d'autres juridictions, c'est un bel objectif en soi. Pour les gens de ma génération, c'est un mantra qu'on entend depuis plusieurs années et pour les plus jeunes, c'est peut-être un peu plus abstrait. Je leur dis que ça me tient surtout à cœur parce que ça veut dire donner plus de moyens aux ambitions des individus et aux entreprises québécoises. Ça nous permet aussi de nous offrir des services publics de classe mondiale et d'avoir des finances publiques saines. Dans 1 an, on pourrait voir même afficher un surplus budgétaire malgré une accélération des investissements dans nos priorités, qui sont la santé, l'éducation et le regroupement de l'économie et de l'environnement. Notre croissance économique a permis à mon collègue Éric Girard de présenter mardi un budget ambitieux qui va donner un coup de pouce aux Québécois pour faire face à l'inflation. Je suis content de dire que le budget inclut aussi 4,2 milliards de dollars pour stimuler notre croissance économique, l'innovation, le numérique, l'entrepreneuriat et les exportations. Si on affiche une croissance économique impressionnante en sortie de pandémie, c'est beaucoup grâce au travail des entreprises et à l'ingéniosité de leurs dirigeants comme vous. On doit donc continuer de supporter vos projets. Je sais que ce n'a pas été facile, mais on va en récolter les fruits. En 2021, le taux de chômage a atteint les planchers records à 4,5 %. C'est le plein emploi, le taux le plus bas au Canada. C'est une bonne nouvelle pour nos travailleurs, mais dans vos entreprises, ça veut dire une plus grande difficulté à trouver de la main-d'œuvre. L'accès aux talents qualifiés, c'est un enjeu partout dans le monde. C'est donc aussi une occasion pour le Québec de se démarquer.
En novembre dernier, mon collègue Jean Boulet annonçait presque 3 milliards de dollars pour former, requalifier et attirer 170 000 travailleurs dans des secteurs clés comme le génie, les technologies et la construction. On va aussi rehausser le seuil des travailleurs étrangers temporaires dans 71 métiers et simplifier surtout le processus d'embauche. C'est des signes encourageants pour l'économie en 2022. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Historiquement, le Québec était très concentré dans la création d'emplois. Aujourd'hui, on se concentre sur les emplois bien rémunérés et surtout l'accroissement de la productivité. En augmentant la productivité des entreprises, on va aider à compenser pour la rareté de main-d'œuvre, rendre nos produits et services plus concurrentiels à l'international et créer des produits innovants pour tous les consommateurs. Pour vous donner une idée de l'importance de la productivité, on estime qu'atteindre la productivité de l'Ontario serait l'équivalent d'ajouter 380 000 emplois de plus au Québec. La productivité, c'est donc une de mes grandes priorités. Pour plusieurs entreprises, la pandémie a été l'occasion de devenir plus productif et plus innovant. Mais je sais qu'on peut en faire plus. C'est pour ça qu'on a annoncé une offensive en transformation numérique, ce qu'on appelle le programme OTN, et qu'on a renouvelé le programme SR, qui émane de mon ministère. Le nouvel SR, lui, va nous permettre d'appuyer des projets qui augmentent la productivité des entreprises autant que ceux qui créent des emplois bien rémunérés. Il va aussi nous permettre d'appuyer certains projets de réduction de GES et l'empreinte environnementale des entreprises. C'est un grand changement. La création d'emplois payants demeure une priorité, comme le sont l'exportation, la numérisation et l'innovation. On a travaillé fort pour faire ces changements. J'espère donc que vous profiterez de ces différents programmes. On a ajouté ce volet vert à nos programmes, et je dis souvent, la croissance économique et la protection de notre environnement, ça se fait ensemble. Et les synergies entre environnement et économie, ça nous force à innover. L'innovation, c'est au cœur de notre vision économique du Québec de demain. Ça va nous permettre de créer plus de nouvelles entreprises tout en rendant nos entreprises championnes et plus productives. Je reviens tout juste d'une importante mission en Israël, l'une des nations, comme vous savez probablement, qui est la plus innovante au monde. Je reviens plein d'idées. Mon équipe en sait quelque chose, mais je peux vous dire qu'on a de quoi être fiers au Québec. Déjà, on a développé l'écosystème d'enseignement supérieur et de recherche performant qui nous positionne parmi les meilleurs au monde et prépare une relève qui est hautement qualifiée. On est aussi capable d'attirer, grâce au savoir québécois, de grands joueurs industriels de partout dans le monde. On a vu de beaux exemples dans les 2 dernières semaines avec l'annonce de l'arrivée de 2 géants industriels, BASF et General Motors. General Motors fait son retour au Québec après 20 ans. Pensez-y, c'est pas rien, j'en suis très fier. On a déjà 2 de ces géants avec leur investissement qui pourraient dépasser chacun le milliard de dollars, mais je peux vous dire que d'autres investissements majeurs vont suivre sous peu. C'est un grand moment pour ce qui, plus que jamais, on va être présent dans toutes les étapes de la chaîne de production du minerai jusqu'aux produits transformés. Autour de toutes ces grandes firmes mondiales, il y a un écosystème de financement et d'entrepreneuriat qui va se structurer. On est en train de lancer tout un nouveau secteur dans l'économie du Québec. Ce sera l'évolution la plus significative de notre économie depuis l'arrivée du multimédia à Montréal au début des années 2000. C'est avec des changements comme ça qu'on peut accroître la productivité du Québec tout en atteignant nos cibles ambitieuses de réduction de GES. Ici, dans la région des Moulins, on a aussi de belles entreprises qui combinent innovation et économie verte. Je pense entre autres à Loop, qui développe de nouvelles technologies pour mieux recycler le plastique. Malgré tous nos atouts, je me dis qu'on peut aussi apprendre du modèle d'innovation israélien et de plusieurs autres, surtout en commercialisation de nos innovations, de l'idée au marché. On a de la recherche de classe mondiale, mais je veux m'assurer qu'on la transforme en succès d'affaires dans nos entreprises. On a maintenant un conseil de l'innovation géré par l'innovateur en chef, M. Luc Sirois.
À ça va s'ajouter Axelis, l'organisme de valorisation de la recherche publique qui accompagne nos chercheurs en commercialisant leurs innovations. On a annoncé en février dernier 100 millions de dollars pour la création du fonds Eureka, qui investit dans des projets d'affaires au stade du pré-amorçage. Dans quelques semaines, on dévoilera aussi notre stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation, ce qu'on appelle la SQRI. Avec cette stratégie, on veut accroître le passage de l'idée au marché et miser sur des secteurs et des projets innovants dans lesquels le Québec se distingue à l'international. C'est d'ailleurs l'idée qui est au cœur de nos zones d'innovation. Avec les zones d'innovation, on veut regrouper les acteurs académiques, industriels, financiers et entrepreneuriaux pour générer plus de recherche. On va aussi attirer plus d'investissements, rendre nos entreprises plus productives et contribuer au développement des communautés vivantes. En février dernier, j'ai annoncé nos 2 premières zones d'innovation, Sherbrooke Quantique et Technum Québec à Bromont. On va annoncer d'autres zones bientôt. En plus des zones, on supporte plusieurs projets innovants, comme celui qu'on a annoncé le mois dernier en emballage innovant à Rivière-du-Loup. Commercialiser de nouveaux produits innovants, c'est excellent. Les produire ici au Québec, c'est encore mieux. Au Québec, 38% des biens achetés par les consommateurs et les entreprises sont de production québécoise. Je suis convaincu qu'on peut en faire plus. Avec la pandémie et la crise d'Ukraine, on voit aussi toute l'importance de sécuriser nos chaînes d'approvisionnement. Ma collègue au Trésor, la ministre Sonia Lebel, a annoncé une stratégie pour promouvoir l'achat local au gouvernement. On va, entre autres, supporter l'utilisation accrue du bois et de l'aluminium transformé. Et dans les prochaines semaines, on va aussi lancer une importante initiative pour identifier et promouvoir les produits québécois. Ça me rend fier de supporter l'achat local et je vais voir, on y travaille concrètement. Finalement, derrière tous nos efforts pour soutenir les entreprises d'ici, il y a des gens capables de vous aider, peu importe le stade de croissance de votre entreprise. On a l'expertise qu'il faut avec le réseau régional d'investissement Québec, à travers les MRC, ou dans les organismes de développement économique. On a un objectif de 200 embauches de conseillers en accompagnement. On va le dépasser. Dans les moulins, on a déjà 2 professionnels dans les organisations de développement économique. N'hésitez surtout pas à faire appel à nos conseillers. Ce sont des gens qui sont dévoués et qui sont compétents. Tout est en place pour bâtir un Québec plus productif et plus innovant et pour mieux produire localement, pour bénéficier d'une économie plus verte et pour faire rayonner nos entreprises exportatrices partout dans le monde. Avec ces atouts, on va créer la richesse dans toutes les régions. Je vais m'arrêter ici. Je sais que vous avez probablement plusieurs questions pour moi. Je vous remercie. Merci, M. Fitzgibbon, pour votre présentation. Il est maintenant l'heure de passer à la période de questions. Alors, je vous rappelle qu'il est possible de poser vos questions via le chat clavardage ou via le Q&A questions-réponses qui est dans le bas de votre écran. Nous vous invitons également à vous assurer que votre nom et prénom sont bien indiqués et à lever la main via la plateforme pour que nous activions votre micro. Si vous le souhaitez, nous pouvons également activer votre caméra pour rendre le tout, bien évidemment, plus dynamique et plus interactif. Alors, allons-y avec une première question. Cette fois-ci, une question de notre partenaire GMR Safety, Gaétan Jeté, qui a une question pour vous. Monsieur Jeté? Monsieur le ministre, je tenais à vous remercier pour le support à l'économie. Ma question va plutôt porter sur l'arrivée des nouveaux travailleurs, l'immigration. D'après un article du Devoir en octobre 2021, le Canada accueille près de 1,2 million de nouveaux arrivants. L'Ontario en compte 540 000 et le Québec 53 000. Conséquemment, on assiste à une baisse du poids démographique du Québec au sein du Canada, tout en rendant moins de travailleurs disponibles pour les entreprises. Qu'est-ce que votre gouvernement pourrait faire pour renverser la tendance et accueillir un ratio similaire à l'Ontario, qui représenterait près de 300 000 nouveaux arrivants, comparativement à 53 000? Okay. Je pense que la question de l'immigration, évidemment, c'est définitivement un élément important pour combler la rentrée de main-d'œuvre à court terme. Plusieurs choses. La première, c'est qu'on s'est mis d'accord pour identifier 71 métiers pour lesquels
l'immigration temporaire économique va être accrue. Il faut comprendre que nos cibles, nos fameuses cibles qui étaient à 40 000, qu'on a monté maintenant à 50 000, 53 000, il y a encore beaucoup ce qu'on appelle de backlog. Il y a beaucoup de postes qui n'ont pas été comblés depuis 2 ans, pas par un désir du gouvernement, par le fait que la pandémie a retardé. Donc, on a déjà, en dessus du montant annuel, un rattrapage de 20 à 30 000 qu'on peut faire sur des chiffres historiques. Donc, ça, je pense que ça va aider. On a aussi travaillé, M. Boulay, avec son homologue au fédéral, parce que, comme vous savez, je ne blâme pas le fédéral pour ça, là, mais la complexité d'avoir les permis temporaires était assez grande. Donc, on s'est mis d'accord avec le fédéral, parce que les deux étaient coupables de ça, de réduire, simplifier cet élément-là. Je pense aussi qu'on a identifié, quand j'ai regardé l'écart avec l'Ontario de productivité, ce qu'on voit, c'est qu'on a un manque au niveau de nos étudiants qui finissent dans les STEM, ce qu'on appelle les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. On s'est mis d'accord avec le bureau du Premier ministre qu'on va augmenter l'entrée d'immigrants étudiants. Et ça, c'est important parce que pour moi, la problématique de fond de l'immigration au Québec, comme vous le savez, c'est l'intégration dans notre langue française. Puis, sans faire un débat nationaliste, je pense que c'est important de maintenir une intégration forte. D'ailleurs, on avait annoncé une réduction des seuils d'immigration pour mettre plus d'argent pour la francisation. Et je dirais qu'il y a eu des progrès assez importants qui ont été faits. Tout le monde au gouvernement, on est tous conscients que les cibles devraient être augmentées au fur et à mesure que, d'une part, on peut avoir des immigrants qui vont travailler en région, donc qui vont mieux s'intégrer, ça va être plus facile. Puis au même moment, on regarde aussi comment on va combler l'écart de main-d'œuvre avec une production de jeunes éduqués qui vont être en adéquation avec les besoins de l'entreprise. Ça va être là qu'on va régler le problème, mais ça, je dois avouer, ça va prendre un cycle, ça va prendre 3 à 5 ans. Donc, entre-temps, je suis d'accord avec vous qu'il va falloir travailler sur l'immigration, mais encore une fois, l'immigration économique temporaire, dans la mesure où il y a une certaine intégration et dans la mesure où il y a des postes qui ne sont pas comblables par des ressources locales. Alors, on est conscient de ça. Et d'ailleurs, le fait que maintenant M. Boulay s'occupe et du ministère du Travail et du ministère de l'Immigration va faciliter l'interaction interministérielle et va faciliter aussi avec le fédéral d'avoir une harmonisation dans la mesure où c'est possible. Alors, merci, M. Jeté, pour votre question. Je passe maintenant la parole à Sandra Philopoulos, propriétaire de Philo Import, notre partenaire argent, qui a une question. Bonjour, merci beaucoup, Pierre. Enchantée, M. Fitzgibbon. Donc, merci premièrement de votre temps. Nous, on est dans l'import-export. On développe des produits, on les fabrique en Asie majoritairement. Donc, évidemment, tel que vous le savez, depuis la COVID, il y a un énorme problème avec les prix qui ont augmenté et qui sont très instables. Donc, un container qu'on payait plus ou moins 5 000 US avant la COVID nous a coûté jusqu'à 28 000 US le même container fin de l'année passée. Et en date d'aujourd'hui, il est à 17 000. Donc, c'est vrai que une amélioration, mais c'est quand même énorme. Et donc, c'est 4 à 5 fois le prix normal. Lorsque je demande aux transporteurs quand est-ce que la situation va se stabiliser, ils me disent que les gens sont prêts à payer et qu'il n'y a aucune régularisation au niveau du gouvernement. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des mesures qui sont, que vous êtes en train de mettre sur pied ou quelles sont les solutions pour ceci? Car il y a beaucoup d'enjeux, bien évidemment, là, à ce niveau-là. Clairement, je pense que vous l'avez bien dit, il n'y a pas de baguette magique, par contre, mais c'est clair que la pandémie, d'une part, et la crise en Ukraine qu'on vit présentement a juste exacerbé la problématique des chaînes d'approvisionnement. C'est pas étranger à ça. Pourquoi on a réussi à obtenir l'investissement de plusieurs milliards de BASF et de GM à Bécancour pour produire des cathodes qui vont être composantes des batteries, parce qu'on voit une dynamique en Amérique du Nord qui va être excessivement poussée vers l'autosuffisance. Pour le court terme au niveau inflation, évidemment, dans le budget, on a adressé l'inflation au niveau des consommateurs. Je pense que c'est important de régler, pas régler, mais d'adresser ça au niveau des familles. Je pense que c'est super important. Pour les entreprises, ce qui va se produire, je pense qu'on va avoir des taux d'intérêt qui vont augmenter de façon importante. On parle probablement de 200 points de base d'ici 2 ans. Il va y avoir un effet de frein à la croissance, mais dans le cas où les chaînes d'appro sont brisées, évidemment, le taux d'intérêt ne changera rien à la consommation.
Alors, écoutez, nous, on a comme gouvernement, autant Mme Lebel dans son projet de loi 12 sur l'achat québécois par le gouvernement en respectant nos accords de libre-échange. Et nous, au niveau du ministère de l'Économie, où on a un groupe maintenant chez Investissement Québec qui travaille pour monter nos chaînes d'approvisionnement ou pour les solidifier, je devrais dire, où on investit beaucoup, autant au niveau alimentaire, autant au niveau des équipements médicaux. On travaille très fort pour les vaccins, on travaille très fort pour les masques. Donc, il y a des mesures qu'on prend au niveau du gouvernement, du ministère de l'Économie pour bâtir des chaînes d'appro, avoir une plus grande autosuffisance, mais il est clair qu'on ne pourra pas être autosuffisant à 100% et conséquemment, il va falloir travailler avec d'autres juridictions. Mais je vous dirais que moi, je passe beaucoup de temps présentement avec le gouvernement fédéral pour que le Québec soit intégré dans le fameux Buy America. On comprend très bien que les Américains sont très protectionnistes. Tout ce qui s'est passé depuis quelques années avec la Chine, on a vu une remontée du protectionnisme de la part de M. Biden et des démocrates, et on travaille fortement avec eux, entre autres au niveau des batteries, au niveau des composantes de batteries, pour qu'ils regardent le Québec et le Canada dans son ensemble comme étant intégrés dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, à court terme, ça va être des pressions au niveau des politiques monétaires que le fédéral va adresser. À moyen terme, ben, c'est des initiatives du gouvernement pour avoir des chaînes d'appro plus intégrées. Et je suis référé à 34 d'intégration. Là, on aimerait monter pas loin de 50 Mais on peut le faire aussi avec d'autres juridictions. Et moi, j'ai proposé des choses avec l'Ontario, par exemple. On pourrait combiner tous les deux, avoir prenons des médicaments, les vaccins, prenons les équipements médicaux. Ben, on devrait s'arranger quelques provinces ensemble pour tout approvisionner le Canada au complet. Donc, il y a la vraie dépression dans ce cas-là sur les importations. Donc, écoutez, vous avez entièrement raison, j'en suis conscient. J'aimerais pouvoir avoir des réponses plus précises réglées à court terme. Mais je pense que au niveau structurel, le gouvernement s'y penche. Puis, à court terme, ben, on va avoir la politique monétaire internationale va aider. Puis pour les containers, évidemment, ben, je pense qu'on commence néanmoins à avoir un assouplissement. Pas un assouplissement, on commence à avoir des chaînes d'appro qui sont plus réactives. Je regarde, par exemple, Airbus, avec qui on travaille étroitement, par Mirabel, pour produire les A220. Eux étaient dans un an dans une situation très, très, très inquiétante parce qu'il y avait plusieurs pays qui fournissaient des matières, des biens et services, des biens particulièrement dans la chaîne d'appro du A220. Puis il y a des pays qui avaient totalement arrêté. Ça, c'était relié à la pandémie. Je pense que ça, on est en train de le régler un peu. Donc, il y a des signes quand même relativement positifs par rapport aux livraisons de marchandises. Au niveau de l'inflation, c'est clair qu'à 5, 6, 7 d'inflation avec l'énergie, l'alimentation, ça ne va pas durer longtemps. Et je pense qu'il y a des réflexions qui existent présentement parce que ça touche le monde entier, pas seulement le Québec. Merci. Merci, Mme Fillopoulos, pour votre question. Je passe maintenant la parole à notre partenaire principal, Martin Brault, qui a une question. M. Brault, la parole est à vous. Merci beaucoup, M. Berthiaume. Merci aussi là, pour la présentation, M. Fitzgibbon. Donc, Martin Brault, associé chez Oliva Capital, aussi président du conseil d'administration de la Chambre de commerce voisine à Thérèse de Blainville. Donc, merci, là, Pierre, d'organiser ce genre d'événement et de bien vous recevoir. Président, plaisir de vous accueillir. Plaisir partagé. Je suis aussi président-directeur général d'une entreprise en agriculture qui est pépinière de production Trussard. J'ai bien entendu dans votre présentation, M. Fitzgibbon, le désir d'amélioration de la productivité des entreprises dans certaines industries qui sont peut-être un peu plus traditionnelles, voire archaïques, un peu comme l'agriculture. Souvent, les ministères de l'économie, de l'innovation, de l'agriculture, de l'environnement, de l'emploi, de l'immigration vont être sollicités simultanément. Souvent, il y a des solutions d'amélioration, qu'on parle d'automatisation, d'intelligence artificielle, de technologie, qui permettraient d'améliorer la chaîne d'approvisionnement, mais aussi l'autonomie alimentaire du Québec. Et quand on présente certains projets, ils ne répondent pas nécessairement de manière spécifique aux programmes qui ont été établis et construits pour chacun des ministères en question. Je serais curieux de savoir, est-ce qu'il y a des choses qui ont été pensées ou est-ce qu'il y a des mécanismes de collaboration entre les différents ministères qui pourraient peut-être faciliter l'accès à des projets d'envergure puis des projets porteurs pour s'assurer qu'on soit capable là, de bien collaborer de manière conjointe et de voir ces projets-là aboutir. Vous avez apporté un sujet qui est très, très, très important et très pertinent. En fait, une des problématiques que nous avions au niveau de l'agriculture, c'est que le ministère de l'Économie, par exemple, si on regarde l'aéronautique,
on regarde des batteries. Bon, je suis ministre de l'aéronautique, je suis ministre des batteries, je suis ministre des sciences de la vie, pas de service de santé, les sciences de la vie là, au niveau sectoriel. Donc, évidemment, c'est peut-être plus facile dans ce cas-là parce que je suis ministre de l'économie, mais en même temps, je suis ministre de l'aéronautique. Quand on parle de l'énergie, on parle des forêts, on parle des ressources naturelles, puis on parle d'agriculture. Il y a des ministères séparés qui font ces fonctions-là. Alors, ce qu'on a essayé de faire, dans le cas précis que vous identifiez avec André Lamontagne, un collègue avec qui je travaille très bien, on a commencé à avoir des responsabilités ou plutôt de l'expertise interne en agroalimentaire, particulièrement dans la transformation alimentaire. Donc, par exemple, chez Investissement Québec, c'est moi qui ai recruté, par exemple, M. Jean Gattuso, l'ancien président de la Sonde, et maintenant le conseil d'administration d'Investissement Québec, et on développe avec lui et l'équipe d'Investissement Québec une unité qui va être compétente, qui va avoir l'expertise en transformation alimentaire. Et l'entente qu'on a avec le MAPAC, dans ce cas-ci, c'est que le MAPAC va être responsable de donner les subventions, parce que lui doit déterminer au niveau sectoriel quels sont les projets qui sont aptes ou qui sont conformes à nos objectifs gouvernementaux, mais d'autre part, au même moment, Investissement Québec va travailler avec le MAPAC pour que des entreprises qui vont recevoir des crédits budgétaires ou des subventions pourront avoir aussi le capital pour faire leur numérisation, automatisation ou transformation robotique dans le cas où c'est applicable. Alors moi, je pense qu'on va y arriver dans chacun des ministères. Dans le cas de l'agriculture, je dois avouer que quand je regarde le PIB, hein, c'est ça qui m'anime beaucoup parce que plus on va avoir une croissance du PIB, plus on va pouvoir réduire l'écart avec l'Ontario. L'agriculture n'est pas toujours en haut de la pile parce qu'il y a des secteurs industriels qui sont plus pertinents pour la hausse du PIB. Par contre, je pense qu'il n'y a personne qui va être contre la vertu de dire que l'autosuffisance alimentaire, on veut l'accroître. On va l'accroître en ayant de la production plus efficiente. On va l'accroître aussi en ayant de la transformation alimentaire au Québec. Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, là, mais je peux vous dire depuis 12 à 18 mois, on a beaucoup plus de projets présentement. Je pense que autant les agriculteurs que les transformateurs, je réfère à la CTAQ, commencent à comprendre qu'on est ouvert à faire du financement, alors qu'avant, c'était limité aux financières agricoles et au gouvernement fédéral. Donc, vous avez entièrement raison. Je pense que dans le cas précis de l'agriculture, le MAPAC regarde le ministère de l'Économie comme étant un ministère de support. Ce n'est pas nous qui allons déterminer où on met l'argent. Quand le MAPAC nous dit telle entreprise devrait être éligible à avoir de l'assistance, on l'a fait récemment, par exemple, dans le fameux projet SAMI là, pour la récolte des brocolis. Je suis même allé me promener sur la machine pendant un petit bout de temps. Il est clair qu'on doit mettre beaucoup d'emphase sur l'automatisation, sur la numérisation, parce que le marché est rendu très compétitif. Et moi, je serais le plus heureux du monde si on pouvait réduire nos importations de produits alimentaires dans les prochains 5 ans. Merci beaucoup. Merci, M. Fitzgibbon. Merci, M. Brault, pour votre question. Merci également d'avoir été partenaire avec nous. M. Jeté, vous avez une deuxième question, je crois, mais cette fois-ci de la cellule industrielle. Alors, M. Jeté, je vous laisserai la parole pour cette prochaine question. Encore bonjour, M. le ministre. GMR, on fait tout près de 99,8 % de notre chiffre d'affaires à l'exportation, surtout aux États-Unis et en Europe. On bénéficie de toutes sortes de programmes. Maintenant, il reste quand même qu'on a une fabrication locale. On fabrique tout au Québec. Et l'approvisionnement demeure aussi un enjeu critique, surtout pour des pièces particulières, comme on sait, les composantes électroniques. On voit qu'aux États-Unis, il y a eu des investissements massifs au niveau de la fabrication pour les composantes électroniques. On a acheté du matériel pour 20 mois à l'avance, mais il reste quand même qu'il y a une incertitude. Pour les secteurs critiques, est-ce qu'il y a des intentions au niveau du gouvernement de fabriquer certaines catégories de composantes et de supporter des investissements dans ce sens-là pour rendre le Québec un peu plus autonome? Écoutez, la réponse, c'est oui, mais je vais mettre un bémol à ça parce que un des enjeux que j'ai quand je regarde le développement économique du Québec, c'est qu'on est 8,5 millions de personnes entourées par, évidemment, plusieurs communautés. Et il faut trouver notre place. Je pense que c'est le rôle du gouvernement
d'être le catalyste, hein, que la courroie de transmission soit la plus active possible. Et pour ce faire, je regarde beaucoup le modèle israélien. C'est un modèle un peu qu'on utilise pour nos zones d'innovation. Je vais parler des zones d'innovation un petit peu, vous allez comprendre où je vais aller. Les zones d'innovation, c'est quoi? C'est le regroupement de l'institution du savoir, donc université, collège, technique, formation, les grands donneurs d'ordre, les startups et du capital, d'amorçage, pré-amorçage, capital de risque, dans une thématique où on pense que le Québec peut se différencier et peut avoir une place à l'horizon international pour pouvoir exporter. Parce qu'autant on veut réduire notre dépendance économique avec des juridictions externes, autant on veut exporter plus. Les deux marchent. Parce que si on prend un secteur et on peut être efficient au niveau des coûts, parce qu'on va bien aider l'entreprise à se numériser, bien non seulement on n'aura pas à importer ces produits-là, mais on va même les exporter. On gagne les deux côtés. Parce qu'au Québec, moi, une chose qui me désole, on a 25 milliards. On avait 25 milliards en 2019 de déficit commercial international. Donc, on importait plus qu'on exportait. Bon, être à zéro, ce n'est pas une fin en soi, mais ça nous permet d'avoir un objectif. Et quand on va y arriver, bien, le PIB va augmenter. Bon. Quels sont les secteurs où on peut avoir une démarcation internationale? Et là, il faut être parcimonieux. Et moi, je crois au modèle top-down, je crois au modèle bottom-up. Donc, on a créé une zone d'innovation. On a un cas, par exemple, du quantique à Sherbrooke. Pourquoi on a mis une zone d'innovation quantique à Sherbrooke? C'est un peu top-down parce qu'on a un chercheur, dans ce cas-là, M. Alexandre Blais, qui a été une sommité internationale et qui a convaincu IBM de dire on va bâtir notre premier ordinateur quantique ici au Québec parce qu'il y a de l'expertise au niveau d'une chaire de recherche et le gouvernement va activer par en dessous des incubations de jeunes pousses qui vont travailler dans ce côté-ci, côté applicatif du quantique, au même temps qu'on va travailler à construire l'ordi quantique qui va être requis un jour pour la puissance de calcul qui va être requis à cause de l'intelligence artificielle. Bromont, vous avez vu Technum Bromont, qui était basé sur C2MI. On fait des microprocesseurs, on fait de l'électronique, des composantes. Bon, peut-être pas celles auxquelles vous référez, mais dans ce cas-là, étant donné l'expertise qu'on a avec IBM à Bromont, qui est un des producteurs de composantes, étant donné l'expertise de Teledyne, étant donné d'autres acteurs qui ont dit, OK, si le gouvernement est prêt à investir au niveau de l'infrastructure, ce que nous allons faire, est prêt à investir dans la formation technique, dans ce cas ici, pour avoir des employés qualifiés dans ces usines-là, mais nous, on va venir. Alors, dans le cas de Bromont, on a attiré 4 ou 5 compagnies, on n'a pas nommé encore, qui vont venir dire, parfait, on va s'établir dans le secteur de Beaumont pour des composantes microélectroniques. On a d'autres situations où ce sont les régions qui sont venues nous voir. Par exemple, à Rivière-du-Loup, j'ai annoncé il y a quelque temps un projet avec Premier Tech et un projet avec Cascade, puis Rio Tinto va embarquer aussi là-dedans pour faire de l'emballage innovant. Alors, c'est une longue réponse à votre question. Quand vous me dites est-ce qu'on est prêt à encourager les secteurs à produire plus ou des nouveaux secteurs, je vais répondre oui, à condition qu'on s'accroche à quelque chose. Puis moi, une chose que je n'aime pas au Québec, que je n'aimais pas quand je suis arrivé en poste, c'est qu'il y avait une espèce de dysfonctionnalité ou une dichotomie, je devrais dire, entre l'enseignement supérieur, d'un côté, et les besoins de l'entreprise. On parle de rentrée de main-d'œuvre, produisons des jeunes qualifiés dans les secteurs où on a une chance de rayonner internationalement, on a une chance de pouvoir exporter. Alors, je m'excuse de la longueur de la réponse, là, mais si le secteur auquel vous référez rentre dans une de ces zones-là, la réponse est oui. Si le secteur n'est pas dans ces zones-là, il va falloir évaluer, parce que je ne veux pas non plus être juste ciblé sur certains secteurs, parce que ceux qui ne sont pas là-dedans vont se sentir délaissés. Mais pour que nous, on puisse participer comme gouvernement à aider l'entreprise, il faut être sûr qu'il va y avoir un marché et qu'il va y avoir un marché pour lequel on peut être compétitif. Alors ça, pour moi, ça requiert que les forces vives travaillent ensemble. Ce n'est pas seulement le manufacturier, c'est aussi la formation, la production de gens compétents. Excellent. Mais merci, ça répond bien.
Parfait. Merci, M. Jeté, encore une fois. Je passerai la parole cette fois-ci à Mélanie. Mélanie, qui est dans mon équipe, qui est responsable des événements, entre autres, et de la logistique de l'événement d'aujourd'hui. Mélanie, on a des commentaires dans le chat que j'aimerais que tu nous fasses part. Oui, Pierre. Alors, on a Pierre Davio de la MRC des Moulins qui nous mentionne que les 2 ressources professionnelles d'Accès Entreprises Québec, dont parlait M. Fitzgibbon, sont Nathalie Arsenault et José Osorio-Pinto. Vous trouverez leurs coordonnées sur le site de la MRC Les Moulins. Ensuite, Guillaume Tremblay, maire de Mascouche, mentionne M. Fitzgibbon, merci à notre ministre pour son bon travail dans notre MRC. Vous pouvez être assuré de notre grande collaboration pour la réussite de nos entreprises. Lydia Paré d'Investissement Québec a déposé également le lien pour rejoindre le Bureau régional d'Investissement Québec dans le chat. Et on a une question de Gilles Bordonado de la Revue de Terrebonne. Bonjour, M. Fitzgibbon. Merci de votre présence parmi nous. Dans le contexte où la mobilité de la main-d'œuvre et de sa formation est essentielle, pouvez-vous nous éclairer sur 2 dossiers? Monsieur le Premier ministre François Legault a parlé à l'Assemblée nationale récemment d'un projet de transport collectif pour le sud de la Naudière. De quoi s'agit-il? Et 2, où en est le projet de campus universitaire à Terrebonne? Merci. Merci pour les commentaires. Bonjour, M. Bordonado. Écoutez, je pense qu'au niveau, on va commencer par la dernière question, au niveau de l'enseignement supérieur, il n'y a aucun doute pour moi que dans le PQI, il y a quelque chose pour l'agrandissement du cégep à Terrebonne. Et on travaille aussi avec Mme McCann sur la question du fameux campus universitaire. Je pense que où on est rendu au Québec, c'est qu'on voit beaucoup d'universités qui ont des antennes. Et je sais qu'il y a eu des discussions avec Concordia, il y a eu des discussions avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, et nous sommes ouverts, comme gouvernement, à créer des pôles de formation pour des cursus ou certains sujets académiques qui vont permettre à la région d'être plus autosuffisante ou de permettre à la région de produire des gradués qui vont affronter des problématiques internes de main-d'œuvre. Donc, on n'a pas annoncé une université à Terrebonne. Je pense que le concept universitaire traditionnel, ce n'est pas applicable, mais nous sommes dans plusieurs régions, avec ma collègue Danielle McCann, en train de regarder comment on peut formaliser que les universités puissent offrir des cursus spécifiques dans un secteur, dans une région donnée, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Et Terrebonne, clairement, avec ce qu'on a vu de la pandémie, on voit beaucoup de gens qui veulent faire, pas seulement du télétravail, mais qui veulent avoir peut-être des emplois plus près de leur résidence. Et Terrebonne, c'est un très bon exemple. Moi, je suis très favorable à ce sujet-là. Pour la question du transport collectif, évidemment, sujet très sensible. Je sais que c'était le sujet de certaines frustrations au niveau de la Couronne Nord. Bon, il n'y a pas de reine de la Couronne Nord, mais je pense que je peux m'engager pour dire que toute la question du transport collectif, clairement, est requis dans une population grandissante comme la Couronne Nord, dans un contexte, évidemment, où la réduction de nos GES va passer, oui, par électrifier les transports, les voitures électriques, il n'y a aucun doute, mais aussi par le transport collectif. Donc, évidemment, on travaille sur des projets peut-être plus petits pour l'instant, mais on parle de l'autoroute 640, par exemple, sur des axes où on veut promouvoir la mobilité. On va voir ce qui va arriver avec la Reine de l'Est en termes de connectivité possible avec, évidemment, les trains de banlieue. Alors, on n'a pas renoncé. Je sais que ça n'a pas été facile, mais je peux vous assurer que tout, puis pas juste les députés qui sont sur la Couronne Nord, mais je pense que comme gouvernement, on est très engagé à ça. Bon, il y a beaucoup de bruit, par exemple, qui se passe à Québec présentement, mais je peux vous assurer que le tramway au Québec, on va l'avoir. Et quand on regarde les transports collectifs dans la grande région de Montréal, bon... il y a beaucoup de projets qui sont sur la table, puis je ne voudrais juste pas que les gens pensent que la Couronne Nord va être délaissée, il faut juste l'arrimer avec d'autres projets. Je pense que je n'ai pas le chiffre précis, là, mais sur le PQI, là, qui est l'assemblage des projets d'infrastructure, je pense qu'on est à 50 milliards au niveau du transport collectif, là, qui inclut évidemment les transports comme tels et aussi toute la question des accès. Puis,
Puis dernièrement, ça n'a pas rapport directement, mais celle-là indirectement. On a la chance d'avoir Alstom, qui est maintenant rendu à Montréal, au Québec, pour leur centre de développement d'hydrogène. Donc, les transports lourds, bon, ça ne répond pas à votre question directement, mais je pense que la question de la question de l'approche des nos cibles ambitieuses pour 2030, la COP21 sur les GES, nous force à trouver des façons de le faire. Et il n'y a aucun doute que le transport collectif et d'électrifier ou hydrogéner nos transports doivent être au rendez-vous si on veut respecter nos cibles ambitieuses. Ah, merci, M. Fitzgibbon. Je repasserai la parole à Mélanie. Mélanie, dans le chat, il y a quelques commentaires là, qui se sont ajoutés. Oui, Pierre, je vais tout d'abord y aller avec la question d'un de nos membres du comité de la cellule industrielle, Charles-Antoine Gauvreau, de Vanico Maronix. Alors, je vais lui donner la permission de poser sa question. Donc, Charles-Antoine, la parole est à toi. Oui, bonjour, M. Fitzgibbon, Charles-Antoine Vanico Maronix. Premièrement, toutes mes félicitations pour votre travail. On a beaucoup de respect pour tout ce que vous faites à l'Assemblée nationale. Au travers des discussions avec la comité de la cellule industrielle, on a beaucoup parlé de l'enjeu de l'autonomie locale, vous en avez parlé plus tôt, et l'autosuffisance avec la situation mondiale qui se passe présentement avec l'Ukraine. Mais on ressent aussi beaucoup d'insécurité vis-à-vis de tout ça parce que on sent le discours au travers des technologies, les bons salaires, les GM et tout, mais en tant que manufacturier, il y en a beaucoup au travers de la province, il y en a beaucoup à Terrebonne. On ressent de l'insécurité par rapport à la situation parce qu'on voit le salaire minimum monter plus rapidement que l'inflation. On se voit maintenant en compétition avec notre propre gouvernement pour les salaires, pour garder les emplois, parce que notre gouvernement aussi a besoin d'employés, puis il nous les vole. On l'a plusieurs cas vécus. On ressent aussi que, on va dire ça de même, ça va péter bientôt. On ressent un peu une récession à venir. Est-ce qu'il y a des stratégies pour un peu ralentir ce seuil de salaire minimum-là, de l'aide spécifique aux manufacturiers et valoriser le manufacturier, pas juste les technologies et les grosses entreprises? Écoutez, ça, c'est un équilibre qui est dur à obtenir. C'est sûr que, comme ministre de l'Économie qui focalise sur différentes choses, la première, le fameux écart de richesse qu'on parle avec l'Ontario, on mesure ça par PIB par habitant. La formule mathématique de tout ça, c'est que le 3/4 vient de la productivité, le quart va venir de la main-d'œuvre, la main-d'œuvre, c'est le rehaussement des salaires. C'est sûr que rehausser les salaires dans un contexte où la compétitivité des entreprises est maintenue, là, on gagne. Parce que, d'une part, plus de productivité, les salaires qui augmentent, PIB par habitant, on est rendu dans les champions mondiaux. L'enjeu, évidemment, c'est à quelle vitesse les salaires vont arriver. Par exemple, il y avait des pressions énormes sur le gouvernement et j'étais parti de la cellule d'analyse de monter le salaire minimum à 15 $. Puis beaucoup de monde voulait ça, là, les gens plus à gauche, pour dire ben, on va rééquilibrer, on va rééquilibrer un peu l'écart de richesse. Mais on a dit non. On est allé à 14,25, si je me rappelle bien, pour justement permettre aux entreprises de pouvoir suivre le pas. Bon. Évidemment, aujourd'hui, l'inflation, malheureusement, à court terme, c'est l'inverse qui se passe, ça va changer. L'inflation est maintenant rendue supérieure à 5-6 % que la hausse des salaires, donc on a le problème inverse. Mais je suis d'accord avec vous que sur une base systémique, l'inflation, je pense qu'on va la revoir à 2 à 3 % assez rapidement. Et là, si les salaires augmentent de 5-6 %, bien là, ça va créer une pression sur l'entreprise. Alors, je suis très conscient de tout ça. La façon de le régler, d'après moi, en grande partie, c'est que l'aide aux manufacturiers soit plus costaude sur l'adoption de l'innovation en entreprise. Ça peut être ERP, intelligence artificielle, robots. Évidemment, il n'y a pas une recette qui sert à tout le monde. C'est sûr que plus les industries sont plus dans les produits de commodité, je vais prendre des restaurants, par exemple. Malheureusement, les restaurants ont eu un vent de face sérieux, font face à des gens qui veulent rehausser leur niveau de rémunération, qui vont travailler ailleurs. Beaucoup de gens ont délaissé l'industrie. C'est malheureux pour nous, consommateurs. Alors, c'est sûr que faire remplacer un cuisinier par un robot, ça n'arrivera pas.
Par contre, il y a d'autres façons que les entreprises vont devoir changer. Alors là, je déroge à votre question. On a parlé du manufacturier. Je peux vous dire que au niveau de la cellule manufacturière, on va être beaucoup plus agressif. Le programme SR, que j'ai référé, le programme SR, c'est le programme qui dicte l'intervention d'Investissement Québec dans les entreprises. Ce programme-là a été axé traditionnellement, pratiquement uniquement sur la création d'emplois, ou récemment, sous notre gouvernement, la moyenne des salaires. Alors, plus les salaires augmentaient, plus on aidait. On a rajouté maintenant, dans le deuxième volet qui est approuvé au Conseil des ministres le mois dernier, la composante productivité. Des entreprises que nous aidons qui ne créent pas de nouvelles jobs, mais qui vont juste faire plus avec le même nombre de personnel. Alors, je pense que ça va être ça l'angle. Bon, est-ce que toutes les entreprises peuvent trouver des projets qui vont augmenter leur efficience pour pouvoir produire plus avec les mêmes genres de personnes, donc gagner un peu sur la compétitivité? J'oserais croire que oui, c'est peut-être pas le cas, mais je vous demanderais de focaliser sur ça, puis vous allez voir qu'Investissement Québec, vous pourrez discuter avec les gens qui sont chez Accès Entreprise. On a parlé de Mme Arsenault, Mme Osorio-Pinto, mais vous allez voir qu'on va être plus agressif et plus supporter pour des projets d'entreprise qui vont augmenter la productivité. Merci, Charles-Antoine, pour ta question. On va y aller. Le temps nous file un peu. Merci, M. Fitzgibbon, d'avoir allongé un petit peu, mais on va tenter de vous libérer pour l'heure prévue. Mélanie, une dernière question peut-être? Oui, alors j'ai une question de Patty Jonca de Fondation Santé Sud de la Naudière qui vous dit « Bonjour, Monsieur le ministre. L'accès au logement est un enjeu qui ne touche pas seulement les grands centres. La disponibilité des logements pour les nouveaux employés dans les régions devient donc un frein au développement. Qu'est-ce que votre gouvernement compte faire pour remédier à la situation? » Écoutez, il y a le logement à prix abordable qui est important comme événement. Puis il y a aussi tous les logements pour les entreprises en région qui veulent avoir une croissance. Ce n'est pas nécessairement applicable dans le cas de Terrebonne-du-Moulin, mais pour le budget de mardi dernier, M. Girard a alloué une somme de 634 millions au ministère des Affaires municipales et on veut construire 1000 nouvelles unités de logement. Je regarde mes notes ici, puis de compléter la livraison de 3500, 4000 qui est annoncée. Donc, c'est clair qu'on veut participer comme gouvernement à l'augmentation du parc de logements de qualité et abordable. Et je vais combiner en disant que nous, au ministère de l'Économie, on n'avait jamais fait ça, mais il y a un projet que je regarde présentement dans une région plus éloignée où le coût de construire des logements pour la main-d'œuvre, dans ce cas-là, des immigrants, le coût, on va l'incorporer dans le projet économique. Alors, l'ordre de grandeur, je vais être clair, c'est un projet de 50 millions. Puis, l'entrepreneur me dit, je suis prêt à travailler dans cette région-là, il n'y a pas de logement. Alors, il faut que je prenne un édifice, je le convertisse, c'est 3 ou 4 millions pour le faire. Parce que j'ai dit, sur le projet, on va le rentrer dans le projet économique, on va le financer avec les banques et les autres. Alors, je pense qu'on est rendu là. Ça, c'est le côté plus économique, plus régional. Mais en même temps, Mme Laforêt, ma collègue au Namache, est conscient qu'il va falloir augmenter le plus possible. Et le montant de 634 millions qu'on va accorder dans le budget, je pense qu'on va faire un pas en avant. Merci. Un grand merci, M. Fitzgibbon, pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Je sais que votre horaire est assez chargé, mais merci d'avoir accepté d'ajouter un petit 15 minutes. Là, ça fait toute la différence. Et pour les entrepreneurs qui nous écoutent, vous avez encore des questions qui n'ont pas été répondues. Mélanie vous a mis dans le chat son adresse courriel. N'hésitez pas à lui écrire un courriel. Transmettez vos questions et on transmettra les questions au cabinet du ministre là, pour y avoir des réponses où on pourra vous revenir. Les défis de nos entreprises, évidemment, demeurent nombreux, particulièrement depuis les 2 dernières années. Nous sommes heureux que vous ayez pris le temps, M. Fitzgibbon, de vous adresser à la communauté d'affaires moulinoise. Au nom de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, je vous remercie également, je remercie également nos partenaires, une fois de plus, Oliva Capital comme partenaire principal de l'événement et Logia, ainsi que GMR Safety, partenaire or, et Philo Import, dis-je, partenaire argent. Les chambres de commerce sont évidemment des organismes à but non lucratif qui doivent s'entourer de partenaires soucieux du développement économique régional. Alors, merci à tous nos partenaires annuels qui nous apportent un soutien financier indispensable pour le roulement de notre organisme et qui croient en notre mission. Merci également à ma précieuse équipe qui, sans eux,
on aurait de la difficulté d'être devant vous et seul à bord, je ne pourrais pas réaliser tous les événements qu'on fait. Et merci à vous d'avoir été présents avec nous ce midi. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et lisez bien évidemment nos infolettes pour rester à l'affût de nos prochaines activités, de nos projets et de l'actualité qui vous concerne. Merci à tous et à très bientôt.